Alors ce parcours, on va dire politiquement, il a démarré en 2008, donc on a un premier mandat. Sur la justification de l'action, on vient de le voir là, sur les approches un peu macro. On va dire que la situation est grave, mais pas désespérée. Donc on est un petit peu parti là-dessus. Et ramener la situation de la commune de la Couronne, vous l'avez vu sur la carte, hein, on est à peu près à... Je vais remettre la carte. Voilà, on est à 1h15, 1h30 de Bordeaux, hein, donc au nord. Commune de la Couronne, c'est une commune de 7600 habitants, donc qui fait partie du Grand Angoulême. Une présence avec un bassin industriel assez important, mais en déclin, notamment au travers des activités papetières. Hein, c'est 1000 emplois perdus en une quinzaine d'années. Et puis avec des activités humaines avec un fort impact environnemental. On est traversé par un GE10 en 2x2 voies, donc c'est 14 000 poids leur jour. On a une cimenterie pratiquement au cœur de ville avec une carrière de 100 hectares. On accueille l'usine d'incinération des ordures ménagères, de nombreuses carrières, enfin j'en passe et des meilleurs, un centre d'enfouissement technique de 26 hectares qui est arrêté. Enfin voilà, donc ça, on va dire... Bienvenue à la Couronne. on va dire c'est le côté sombre de l'histoire, mais cette commune, elle a aussi beaucoup d'avantages, une population très jeune, voilà, une vraie dynamique au niveau de la population. On est traversé par 3 vallées donc qui constituent une partie du bassin versant de la Charente. Voilà, il y a un certain nombre on va dire, d'atouts sur lesquels il fallait rebondir, et puis j'ai envie de dire, notamment au travers de la présence de l'usine Lafarge, depuis des années, un manque de dialogue sur cette commune, et donc du coup des positions assez abruptes, des antagonismes, les pour, les contre, voilà, et pas de dialogue au milieu de tout ça. Donc partant de là, comme je vous l'ai dit, voilà, côté son, côté lumière, et on s'est dit, voilà, il va falloir mettre un peu de lien entre tout le monde et avoir une vision un peu prospective de notre territoire, et de se mettre dans une démarche de progrès, et dans une démarche de progrès co-construite. Donc ce qui nous a amené dès 2009 à passer une délibération, et donc à partir sur un agenda 21. Voilà, qui a été reconnu officiellement par l'État en 2013. Donc on a eu toute une démarche, on va dire, de prospective, de co-construction, de diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs, pour nous inciter à mener effectivement une politique très transversale, voilà, avec quelque part des actions qui doivent contribuer à améliorer ce grand tout. Voilà un petit peu on va dire la situation de la Couronne et la façon dont on a appréhendé un peu les choses sur ce territoire. Et donc le point d'entrée, ça a été les cantines scolaires, c'est ça? Alors, un des axes forts, effectivement, puisqu'on a agi dans le cadre de notre agenda 21 sur 2 axes. Un axe interne, donc c'est toutes les compétences et les politiques que nous gérons en interne, et puis un volet externe, hein, je développerai certainement ça. Un volet externe, on a essayé d'entraîner la société civile avec nous, et donc on a créé un comité de pilotage le plus représentatif, on va dire, de la société civile, donc les entreprises, le monde de l'éducation, les parents d'élèves, les enseignants, enfin voilà. Quelque part, on a essayé de faire en sorte de mobiliser le plus possible les acteurs de notre commune. Et sur le volet interne, effectivement, on a la restauration collective. Alors, on est parti d'une bonne base, hein, parce que c'est vrai que l'approche qu'on a, elle est quelque part double, si on enlève le volet économique, hein, sur lequel on pourra revenir. Mais on a une approche autour de la santé et de l'environnement, quelque part. Hein, on ne va pas refaire l'argumentaire d'Hippocrate, hein, mais cependant, voilà, santé et environnement sont intimement liés. Et c'est vrai que la restauration collective, particulièrement scolaire, est un élément très sensible. Donc du coup, on s'est dit, voilà, on va faire bouger notre restauration collective. On s'est mis en mode projet et on a intitulé notre action vers une restauration collective responsable. Donc, nous sommes en agenda 21, donc forcément, on a mis tous les acteurs autour de la table. Et on a partagé un diagnostic où on en est dans notre restauration collective et vers où on veut aller. Et donc forcément, on est dans l'agenda 21, on s'est mis dans une démarche de progrès. On est parti de zéro. Quand je dis de zéro, c'est en termes d'approvisionnement, puisqu'on était pris dans des marchés, notamment par le biais de groupements d'achat. Et puis, voilà, on avait des denrées qui arrivaient, qui passaient, qui transitaient majoritairement par un GIS, qui descendait chez des grossistes, des groupements d'achat, et donc on était pris dans ces marchés.
Donc on a fait quelque part un stop, une pause, on a regardé l'état de nos marchés, on a anticipé les dates anniversaires et on s'est mis voilà, dans une vraie démarche prospective pour faire évoluer la commande, et notamment avec une volonté de s'approvisionner localement et en agriculture bio. Ça c'est un point extrêmement important parce que c'est aussi quelque chose que vous entendez sans doute fréquemment, des collectivités qui vous disent oui mais moi en gros je ne peux pas faire comme je veux parce que je suis pris, il y a une contrainte qui s'appelle le code des marchés publics et je ne peux pas acheter ce que je veux, je suis obligé de... Donc manifestement il y a des solutions. Oui, alors, qui permettent de faire appel à un circuit court. Alors j'aurais envie de dire avec un petit peu d'humour, ceux qui ne veulent rien faire disent que le code des marchés publics rend les choses impossibles. Alors, effectivement, quand on le prend au pied de la lettre, notamment la notion de proximité, elle est illégale. On est sur un marché européen qui effectivement nous empêche de rédiger de façon, dans ce qu'on appelle dans le cahier des clauses techniques particulières, de marquer noir sur blanc, je veux du local. Cependant, je ne vais pas le développer ici, d'abord parce que je ne suis pas technicien et je n'ai pas tout en tête, mais je peux vous dire que nous, on a énormément travaillé sur la rédaction de nos marchés et on s'est aperçu effectivement qu'on avait tout un tas de ficelles pour, quelque part, arriver à nos fins et travailler avec du local. Cependant, au-delà de l'aspect technique de la rédaction des marchés, il y a une phase qui est essentielle. Et là, d'ailleurs, je remercie Agrobio Poitou-Charentes avec qui on a travaillé, sans qui, je pense, on n'y serait pas arrivé. Qui a servi un petit peu d'interface et quelque part qui nous a guidés dans notre démarche. Mais avant toute rédaction de marché, la première chose qu'on a faite, c'est rencontrer le monde de la production. Et donc on a rencontré un maximum de producteurs locaux de façon à apprendre à se connaître. C'était le premier élément. Voilà, on connaît maintenant beaucoup mieux leurs contraintes, quel niveau de production ils ont, etc. Et puis de l'autre côté, ils ont appris à nous connaître nous aussi. On a des contraintes voilà, d'hygiène, on a parlé de marché public, de commandes, on a une obligation de moyens de résultats. Tous les jours, il faut qu'on fasse manger nos convives. Donc on a appris à se connaître. Et du coup, avec cette connaissance-là, on sait que les marchés qu'on rédigeait, on savait qu'ils pouvaient y répondre. Voilà. Alors encore une fois, tous ceux qui ne veulent pas y aller disaient « Ouh là là, mais vous vous rendez compte, c'est complètement illégal ». Bien sûr que non, que ce n'est pas illégal. Tant qu'on n'a pas rédigé le marché, rien ne nous empêche de faire ces rencontres, de se caler, d'apprendre à se connaître et du coup, effectivement, nous après, nous caler sur la rédaction des marchés. Et la preuve, c'est qu'on y est arrivé, puisqu'on est parti de zéro et aujourd'hui, on est presque à 40% de bio, picto-charentais. Bravo. Bravo. Donc effectivement, ces notions de code du marché public, c'est encore une fois un point assez important. Alors vous avez raison, le cahier des charges, c'est quelque chose qu'on peut adapter. Alors, on ne peut pas dire je veux des produits de tel endroit, évidemment. On ne peut pas l'écrire comme ça, mais on peut mettre un certain nombre de critères dans l'analyse des offres qui font qu'on préférera un produit plus proche qu'un produit plus éloigné. Alors il faut se méfier, parfois le code des marchés publics, il y a toujours des gens qui arrivent à le contourner. Il y en a qui arrivent à vous démontrer qu'une salade qui vient de 300 km avec un smirmorque, elle a un bilan carbone. Il y avait des collectivités qui s'étaient lancées là-dedans à une époque en disant je vais mettre des notions de bilan carbone pour favoriser le local, et finalement le bilan carbone pouvait s'avérer parfois meilleur avec la salade qu'avait fait. Parce que quand vous mettez beaucoup de salade dans un smirmorque, le bilan carbone de chaque salade peut être meilleur que la camionnette qui a fait 10 km toutes les semaines. Mais bon, il y a des moyens de rédiger, je dirais, de façon intelligente le cahier des charges et faire en sorte de favoriser les produits locaux. Très bien, écoutez, merci Monsieur Bonnet.